Bonsoir. L'Ordre national des médecins du Cameroun a-t-il recouvré sa santé? Souffrant depuis plusieurs années d'une forte instabilité, la corporation a depuis le 10 décembre 2023 son quatrième président depuis un peu plus de 50 ans d'existence. Si les médecins recommandent de bouger pour être en bonne santé, il faut dire que ce n'est pas la grande mobilité de ce côté-là. L'élection reportée plusieurs fois s'est finalement tenue avec des avis mitigés. Les uns évoquent la fraude, pendant que d'autres parlent de transparence. Parlant justement de transparence, le choix du président de l'Assemblée générale est marqué de ce sceau-là. Qu'est-ce qui peut justifier cette élection à deux vitesses? L'enjeu est-il moindre pour ce qui est de l'Assemblée générale, pour qu'il n'y ait pas la petite vorace qu'on a vue à côté? Ou alors le poste étant nouveau n'a pas drainé les foules? Quel est justement le rôle du président de l'Assemblée générale? Quel est son rôle pendant l'élection? Quel sera son rôle après? On en parle ce soir. Et notre hôte est cardiologue de formation. C'est au lycée Jos de Douala qu'il a obtenu son baccalauréat D avant de s'envoler pour la Belgique où il effectuera ses études de médecine et plus tard la spécialisation en cardiologie. Membre de la Société camerounaise de cardiologie, il est également membre des sociétés de cardiologie de Belgique, la Société européenne de cardiologie, la American Black Cardiologist. Spécialiste en médecine aéronautique et aérospatiale, il est expert judiciaire auprès de la Cour d'appel du littoral. Le président du syndicat national des médecins privés du Cameroun, en abrégé SINAMEC, est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir, docteur Jules Djebet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Il faut dire que ce n'est pas la première fois aussi. Non, pas du tout. Je suis déjà un habitué de ce fauteuil. Alors, félicitations, docteur. Il faut dire également que vous êtes le tout premier président de l'Assemblée générale élue de l'Ordre national des médecins du Cameroun. C'est la première fois qu'une Assemblée générale élective se passe ainsi. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Tout à fait. Donc, pour revenir aux fondamentaux, pour que tout le monde comprenne, il faut savoir que l'Ordre national des médecins du Cameroun existe depuis bien longtemps et que dans les textes de l'Ordre national des médecins du Cameroun, que j'appellerai dorénavant ONMC, il y a deux organes pour le fonctionnement de cet ordre-là. D'une part, le Conseil de l'ordre et d'autre part, l'Assemblée générale. Mais c'est la toute première fois que l'on observe, que l'on ouvre le poste permanent de président de l'Assemblée générale. Donc, cela fait suite à une longue période de turbulence, comme vous pouvez le savoir, ayant marqué la campagne et même les votes successifs pour la présidence du Conseil de l'Ordre. Il a fallu reporter notamment une fois au mois de décembre 2022, on a dû reporter l'élection, mais les 7 candidats pour le poste sont restés les mêmes. Les mêmes, oui. Ils sont restés les mêmes. Le poste de président de l'Assemblée générale avait déjà été ouvert en 2022. Je n'étais pas candidat, j'étais candidat même à rien du tout. Et alors, cette longue traversée du désert, cette corporation qui tangue, qui va dans tous les sens. Qui est très malade. Qui est malade, ou qui était malade, qui va guérir. Ah, vous allez nous dire si elle est guérie. Qui va guérir, en tout cas qui est en passe de guérir. Donc, tout ça m'a interpellé. Donc, je me suis senti interpellé et je me suis dit, mais il faut que je m'implique. Parce que très souvent, on dit, je ne m'occupe pas de politique, ce n'est pas mon problème. Mais jusqu'au moment où ça vous rattrape. Jusqu'au moment où ça vous rattrape, parce que moi, j'aime cette corporation, j'aime ce métier. Et le sens dans lequel nous étions en train d'aller, je me suis dit que j'avais quelque chose à apporter. C'est pour ça que 2 semaines avant la clôture des candidatures, c'est-à-dire au mois de novembre 2023, je décide de déposer ma candidature pour le poste de président de l'Assemblée générale. C'est un poste important pendant les élections. Et maintenant, après les élections, il faut dire que c'est une expérience nouvelle, qu'il va falloir mettre du contenu
à cette fonction qui est nouvelle et en travaillant donc en collaboration, main dans la main avec le Conseil de l'ordre et en essayant surtout de ne pas être, de ne pas créer un bicéphalisme, parce que le véritable président de l'Ordre national des médecins, c'est le docteur Fonkwa Rodolphe, qui est un aîné et un ami. Un cardiologue comme vous? Non, plutôt diabétologue. Ah, d'accord. Ouais. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qui a fait votre force? Vous étiez 5 candidats quand même. Qu'est-ce qui vous a démarqué des autres, puisque vous en tirez quand même avec un peu plus de 300 voix sur, je pense, 500? Tout à fait. Je pense que nous étions 5 candidats au départ, Ouais. 5 candidats, et que des 5 candidats, il y a un candidat, une candidate, le professeur Njom Lind, pour ne pas la nommer, qui s'est désistée. Donc elle a retiré sa candidature, donc nous étions finalement 4 à compétir. Ce qu'il faut préciser, pour rester honnête, c'est qu'elle s'est désistée et elle a demandé le report de ses voix sur ma personne, sur ma candidature. Parce que nous avons discuté un peu avant les élections et nous avions à peu près les mêmes idées sur le rôle que nous devions jouer, c'est-à-dire que nous étions en phase sur la manière dont il fallait mener non seulement ces élections, mais comment est-ce qu'il fallait mener la suite pour l'avenir et le bien-être de la corporation. Donc, les autres candidats, ils étaient donc 3 et moi 4. Il faut dire que tous s'étaient inscrits derrière un candidat président. D'accord. Les autres avaient tous un candidat président derrière lequel ils ont fait campagne, en quelque sorte. Moi, j'étais ce qu'on a appelé par la suite le candidat orphelin. C'est-à-dire que j'étais au-dessus de tout. Je n'avais pas de parti pris. Justement, j'allais demander si ce n'est pas partisan déjà de... Oui. d'être... Donc, d'un point de vue philosophique, je trouvais que ce n'était pas bien, sur le plan éthique, sur le plan moral, de faire partie d'une liste et de vouloir présider une assemblée générale élective difficile. Difficile, parce qu'une année de tractation avec des réunions multiples au secrétariat général du Premier ministère, ça n'annonçait pas quelque chose de facile. Donc je pense, pour ma part, qu'il fallait rester au-dessus et être le plus impartial possible, essayer d'avoir comme seule boussole le bien de la corporation. Et je pense que c'est ça qui m'a aidé, parce que lorsque j'ai fait mon discours, donc j'ai fait d'abord ma profession de foi, et lorsque nous sommes dans la salle et qu'on demande à chacun de parler 3 minutes, tout le monde a parlé 3 minutes, et lorsque j'ai eu terminé mes 3 minutes, il y a eu une innovation. Non, celui qui était le doyen d'âge, qui était censé diriger les débats, il a voulu me stopper. Il a dit, vous avez fait vos 3 minutes. Mais c'est la salle, c'est l'Assemblée qui lui a dit non. On veut l'écouter. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter parce que ce monsieur, il est en train de dire des choses qui viennent du fond de lui. Et peut-être que c'est la chance de la corporation, parce que personne ne me connaissait. J'ai fait une campagne sur 3 jours, 3 ou 4 jours. Donc, je veux dire, ils ont découvert là que j'avais des qualités suffisantes pour gérer cette assemblée-là. Et puis, on est parti sur cette base-là. Et puis, j'ai pris des grosses décisions, j'ai pris des risques parce qu'il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes et à un moment donné, il faut trancher, il faut prendre le lead, comme disent les Anglais, c'est-à-dire prendre les décisions qui vont impacter le cours des choses. Et c'est ce qui s'est fait. Alors, vous parlez avec beaucoup de passion. Est-ce que c'est un poste avec ou sans enjeu? La question, je la repose au regard de ce qui s'est passé autour du poste de président du Conseil de l'Ordre. Il n'y avait pas autant de hargne autour du poste du président de l'Assemblée générale. Est-ce que c'est parce que c'est un poste sans enjeu? Sinon, vous allez nous dire...
C'est un poste nouveau. C'est un poste nouveau, ça il faut le dire. Et ce n'est pas un poste opérationnel. Ce n'est pas un poste opérationnel, c'est un poste de gouvernance, si vous voulez. C'est un poste de gouvernance, c'est-à-dire que vous apportez des idées, vous essayez d'accompagner le conseil. Mais finalement, le poste au quotidien, le travail au quotidien, le travail sur le terrain revient au président de l'Ordre des médecins et c'est ce poste-là qui est le plus convoité. Ce qui est le plus convoité. Est-ce qu'il y a beaucoup d'honneur là-dedans? En tout cas, vous gérez une grosse institution au quotidien et c'est ce qui fait que tout l'engouement a été plus prononcé pour ce poste-là que pour le poste de président de l'Assemblée générale, qui est un poste nouveau, qui est un poste, comme je disais, de gouvernance, un poste qui vous permet de suivre de près le fonctionnement de l'ordre. D'accord. Alors, vous allez me dire, vous avez le même mandat que le président du Conseil? Absolument. D'accord. Et c'est-à-dire, c'est rendez-vous dans 3 ans pour avoir oui, vos actions sur le terrain? Tout à fait. C'est 3 ans la durée du mandat. C'est 3 ans la durée du mandat, mais tous les ans, il y a une assemblée générale ordinaire qui est convoquée par le président de l'assemblée générale. Il peut avoir une assemblée générale extraordinaire qui est convoquée soit par les 3/4 des membres de l'assemblée, soit par le président du conseil de l'ordre, soit par notre ministre de tutelle. Donc s'il y a un problème brûlant pour la corporation, un problème à gérer, quelque chose d'épineux sur lequel il faut très rapidement trancher, je convoque une assemblée générale extraordinaire et puis on débat dessus. Maintenant, il faut savoir que dans les prérogatives du président de l'Assemblée générale, il y a donc le fait que le projet, par exemple, de budget est élaboré par le président du Conseil qui transmet ça au niveau de l'Assemblée générale pour validation. C'est-à-dire qu'il faut à ce moment-là une Assemblée générale qui valide le projet de budget. Il y a que l'Assemblée générale peut donner des orientations aussi, des orientations au Conseil sur des points qui semblent importants. Quand on a passé autant de temps dans la turbulence, on ne peut pas se voiler la face et croire que tout va bien. Et je pense qu'on pourra développer ça tout à l'heure. Alors, votre élection a été transparente. Alors, une transparence d'ailleurs saluée par le ministre de la Santé dans son message quelques heures seulement après votre élection. Est-ce que l'absence de cette expression transparence dans les félicitations du président de l'Ordre des médecins doit nous faire nous poser des questions? Non, je ne crois pas. D'ailleurs, c'est vous qui me le dites. Je ne l'ai même pas remarqué. Moi, j'ai vu le tweet du ministre un peu après, parce que j'étais dans le feu de l'action, donc je ne pouvais pas voir. Et c'était très beau comme message. C'était très beau. C'était attendu. Parce que le poste de président de l'Assemblée générale, c'était finalement la pierre angulaire de ces élections. C'est-à-dire que si vous, par mégarde, vous mettez quelqu'un qui n'a pas suffisamment de personnalité, ou le vote peut ne pas continuer. On peut ne pas continuer vers Et là, on aurait été la risée de la République, puisque ça faisait quand même 1 an. Et c'est pour ça que je me suis présenté. Parce que je me suis dit, si je suis élu président de l'Assemblée générale ce soir, en tout cas, demain matin, il y aura un bureau du Conseil de l'Ordre. Donc la transparence pour mon élection, évidemment, quand vous avez près de 70% de voix, on ne peut plus parler il n'y a pas anguille sous roche. Maintenant, le vote du président du Conseil a été totalement transparent. C'était la question suivante, puisque vous avez assuré. Est-ce que de ce côté-là, il y a eu transparence? Oui, tout à fait. Parce que il n'y a pas eu de problème. Donc, d'entrée de jeu, nous avons validé toutes les candidatures. Toutes les candidatures étaient validées. Donc, les 7 candidats, chacun est venu prendre la parole à tour de rôle, expliquer ce qu'ils voulaient faire, puisqu'ils avaient déjà fait une longue campagne. Maintenant, il y a eu un problème
quelque chose qui aurait pu être une paume de discorde. C'était les procurations. Les procurations. Donc, elle a été transparente, mais avec des couacs. Bon, il y a eu des couacs au début, il y a eu des couacs au commencement. D'accord. Au commencement. Mais la manière dont on a géré la suite, en enlevant tout ce qui pouvait être une paume de discorde, tout ce qui pouvait entacher la transparence de ces élections, notamment les procurations, fait qu'à la fin, Elekam étant aux commandes et nous aidant par ces procédures, tout le monde avait ses scrutateurs, le vote se faisait avec des bulletins bien précis, avec des couleurs différentes. Les gens votaient et puis ils jetaient tous les autres bulletins dans la poubelle. On n'entrait pas dans l'urne avec des téléphones ni avec son sac. Bref, tout était contrôlé. Et ce qui me fait dire, moi qui observais, puisque j'étais garant de ces élections, je dis avec fermeté que l'élection du président du Conseil de l'Ordre s'est faite avec toute la transparence qu'il fallait, alors que nous avons eu peur au départ. Je constate que vous avez finalement accepté l'ingérence d'un corps étranger, l'ECAM, puisque à une époque, c'était aussi une paume de discorde. Vous vouliez que l'élection se passe entre vous, médecins, lorsque le ministre avait proposé l'appui des l'ECAM. Je constate que finalement, vous avez accepté. Disons que c'était pour que la paix revienne dans la maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement? Expliquez-nous, pour ceux qui n'étaient pas à cette élection-là, qu'est-ce qui s'est passé justement au niveau des procurations? Qu'est-ce qui a fait problème? Non, ce qui a fait problème, il faut dire que les procurations, c'est une gestion difficile. Okay. Difficile, parce qu'on vous dit, chaque médecin est porteur d'une procuration. Maintenant, il y avait tellement de suspicions chez les candidats au poste de président du Conseil. Comme vous l'avez dit, un engouement tellement important, tellement volumineux, que moi-même, je me demandais, mais... Vous n'êtes pas président, sinon j'allais vous poser la question. Non. Et donc, ils étaient tous suspicieux. Et donc, il a fallu que la tutelle qui les accompagnait, puisque il faut dire que nous n'avons pas pu organiser nos élections nous-mêmes. C'est pour ça que la tutelle s'en est mêlée. Ouais. La tutelle s'en est mêlée et en décembre 2022, ça n'a pas marché. Le problème a été porté au niveau de la présidence. La présidence a pris les décisions, a confié le problème au ministre secrétaire général du Premier ministère. Donc, ces institutions-là se sont dites, il faut qu'on sécurise au maximum ces procurations. Et donc, ils ont créé une espèce de blockchain, une espèce de circuit par lequel il fallait passer pour avoir une procuration. Et pour ça, et vous connaissez l'électronique, vous connaissez l'informatique avec ses bugs, c'est pas l'humain, c'est pas l'humain. Et donc il y a eu des bugs informatiques, des problèmes, des gens qui demandaient des procurations. Les procurations arrivaient très tard parce qu'il fallait que quand la procuration arrive, vous allez la faire valider au commissariat. Donc ça a commencé à créer des tensions au sein des comment on appelle, des patrons de campagne, hein, des directeurs de campagne. Les différents directeurs de campagne, les uns se plaignaient, estimant qu'ils n'ont pas eu assez de procuration et les autres. Et puis finalement, pour tout sécuriser, je pense qu'on a fait un système où on devait contrôler les procurations. Contrôler les procurations qui arrivaient le jour de l'élection. Et là, il y a eu un incident malheureux avec des procurations qui ont été retrouvées, mais sans que les personnes qui faisaient le guet, la police, qui étaient des médecins, sans qu'ils ne posent des questions, ont directement estimé que c'était une fraude, alors que c'était plutôt un excès de sécurité que les institutions essayaient de mettre en place. Donc ça crée un doute. Ça crée un doute au point où, pour garantir la sérénité, il fallait prendre une décision forte.
et quand j'ai été élu président de l'Assemblée générale, je me suis dit, il faut qu'on fasse ces élections. Nous sommes ici, nous sommes des médecins, nous sommes venus en présentiel, nous allons faire le vote en présentiel et éviter les procurations. Ce tracas des procurations. Et puis tous les candidats ont accepté, et puis nous sommes passés au vote. Donc, on ne peut absolument pas dire que ce n'était pas transparent. Pour moi, c'était complètement... Ce n'est même pas pour moi, c'est logique, parce que la vérité, elle est implacable. Mais des premiers votes avaient déjà eu lieu. Non, on n'a jamais fait de vote avec procuration. Ok, donc il n'y a pas eu de procuration. Il n'y a pas eu de procuration, c'est-à-dire que nous avons été prudents avant de commencer la première élection, c'est-à-dire l'élection du président de l'Assemblée générale. On a déjà décidé qu'il n'y avait pas de procuration. Donc, comme il n'y a pas eu de procuration pour le président de l'Assemblée générale, eh bien, il ne pouvait plus avoir, ni pour la commission électorale, il ne pouvait plus avoir de procuration pour la suite. Et la suite était tout à fait transparente. C'était à peu près le même nombre de voix. C'est-à-dire que ceux qui ont fait les premières élections, il y a eu peut-être quelques personnes qui, pour des problèmes d'agenda, sont arrivés, se sont inscrits le matin et puis sont repartis. Quand ils sont revenus, on avait déjà fait le premier vote, ils ont fait le second vote. Mais le gap, la différence n'était pas importante. Ah donc, cette décision a été prise lorsque vous avez mis la presse dehors? Oui. À un moment donné, vous avez décidé que nous ne sommes pas témoins? Oui, parce que il faut savoir que les journalistes... Comment ne pas douter de ce que vous me dites maintenant? Les journalistes, c'est un pouvoir, mais parfois, c'est nocif. Et ils sont moins nocifs que les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Et à cause des réseaux sociaux, on a failli encore arriver à une annulation de cette élection, ce qui aurait été une catastrophe pour l'ordre des médecins, parce qu'il faut savoir que tant qu'il n'y a pas d'ordre des médecins, il n'y a pas d'inscription des jeunes. Justement, il y a des jeunes médecins qui sortent des facultés. Oui. Il n'y a pas de gendarmes, il n'y a pas d'organes régulateurs, il n'y a pas de conseil de discipline. Donc, il fallait absolument qu'on sorte de cette situation-là. D'accord. Alors, est-ce que ce vote par procuration n'ouvre pas peut-être une brèche pour peut-être la décentralisation de cette élection-là? Faire venir, vous êtes un peu plus de 2000... disons presque 3000 déjà, faire venir tout le monde à Yaoundé, est-ce que ce n'est pas finalement difficile? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de créer une espèce de décentralisation, c'est-à-dire des votes par région Tout à fait, c'est une belle question. L'Assemblée générale est constituée de tous les médecins inscrits au tableau de l'ordre. Donc si on prend tous les médecins inscrits au tableau de l'ordre, c'est à peu près 10 000. Maintenant, si on prend les médecins en règle de cotisation, que c'est un peu moins de 3000, 2800 médecins. Et ça va être un des chantiers du nouveau président de l'Ordre des médecins. Hein. Donc nous allons devoir nous atteler à réécrire nos textes, à les adapter au contexte. Aujourd'hui, nous avons la télémédecine, nous pouvons aussi faire des votes à distance, par Internet. Donc, tout ça devra être revu. Mais pour l'instant, ce n'est pas écrit sur les tests. Ça ouvre, c'est-à-dire que c'est une ouverture. C'est-à-dire que nous pouvons nous engouffrer dans cette brèche-là et essayer de voir comment est-ce que la diaspora même peut participer au vote. Comment est-ce que ceux qui sont en province et qui ne peuvent pas forcément se déplacer, parce que bon, si vous êtes médecin et que vous êtes en charge d'un hôpital, ça peut être difficile de vous déplacer de l'extrême, des profondeurs de la région de l'Est ou de l'extrême nord pour là. Donc tout ça, on va devoir revoir cela et puis bien clarifier nos textes. C'est très important, les textes. Donc, il va falloir revoir notre législation. En fait, il va falloir que nous arrivions à un diagnostic. Parce qu'il faut savoir, je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est comme si vous êtes malade. Vous êtes malade. Ici, on ne peut pas parler de maladie au sens hippocratique du terme, mais c'est un corps. Hein, la corporation, l'ordre des médecins, c'est un corps. Si vous faites 2 ans sans un conseil de l'ordre, ça veut dire qu'il y a un problème. Absolument. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se voiler les yeux, il y a un problème. Il y a un problème et il est temps pour nous
d'accorder nos violons. Et ça, je le disais dans ma profession de foi, ne sachant même pas que j'allais être porté à la tête de l'Assemblée générale. Il est temps de poser un diagnostic, de s'arrêter pour poser un diagnostic. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Alors que l'Ordre des médecins existait depuis plusieurs années, qu'il y a eu plusieurs votes, des élections, on a élu le professeur Issomba plusieurs fois, on a élu le docteur Daniel Mouna plusieurs fois, le président Sandion a été président de l'Ordre, on a fait des élections. Et à un moment donné, l'engouement et l'intérêt pour l'Ordre national des médecins est devenu subitement très important. Un engouement hypertrophié, je pourrais dire, ce qui fait... Ce qui est un grand problème. Ce qui est un gros problème. Je ne sais pas si c'est un gros problème, mais que les médecins s'intéressent au devenir de leur profession, je trouve que c'est plutôt quelque chose de bien. Mais pour ça, il faut s'arrêter et savoir, sur le plan organisationnel, où est-ce que nous en sommes. En fait, il faut faire un diagnostic, c'est ce que les grosses institutions appellent un diagnostic institutionnel, l'organisation. Un diagnostic organisationnel, un diagnostic social, un diagnostic sur le patrimoine, un diagnostic financier, un diagnostic juridique et fiscal, c'est-à-dire où en sommes-nous au niveau de nos textes? Est-ce que nos textes collent à la réalité? Est-ce que nous ne devons pas évoluer, essayer de proposer à la tutelle quelque chose de meilleur? Un diagnostic sur les procédures internes. Parce que c'est tout ça qui crée des problèmes à la fin. Les procédures sont-elles bien établies? Parce qu'à partir du moment où vous posez un diagnostic, vous allez arriver à un niveau où vous faites comme nous on fait en médecine aéronautique, vous faites un manuel de procédure. Parce que quand vous faites la médecine aéronautique et que vous avez un audit de l'autorité aéronautique ou de l'Organisation de l'aviation civile internationale, ils vont vous demander comment est-ce que vous faites, comment est-ce que vous prenez la décision d'engager un pilote dans un avion alors qu'il est hypertendu et qu'il a insuffisance cardiaque. Est-ce que vous respectez la procédure? Un manuel de procédure pour conduire une institution, ça devrait nous sortir de tous ces problèmes. C'est-à-dire que, et je pense que nous qui prenons l'institution en charge aujourd'hui, nous allons profiter donc des erreurs de ce qui s'est passé. Sans que je veuille critiquer, parce que de toute façon j'étais membre de la chambre d'appel de l'ancien conseil, donc je fais plutôt mon mea culpa. Nous n'avons pas été capables. Vous empiétez sur les questions suivantes, docteur, allez-y. Ouais, vous comprenez? Donc, on fait ça, et puis, vous êtes sûr que les prochaines élections, nous n'aurons plus ce problème. Puisque de toute manière, il y a même un président de l'Assemblée générale qui est chargé d'organiser ces élections. Il faut suivre les textes. C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, un mois avant la date échéance, il faut annoncer à la tutelle qu'il y aura des élections. Oui. Il faut organiser, il faut préparer, il faut que tout se passe normalement pour que nous gardions la main de notre corporation, pour que nous restions dans le cercle des corps d'élite de ce pays. Parce que les médecins, il faut absolument, absolument, absolument que nous retrouvions l'honneur d'antan. Des médecins qui ne s'entendent pas, ça fait quand même peur pour sa propre santé. Alors, dites-nous, sachant que vous avez été justement dans l'ancien conseil, est-ce qu'ici, il n'y a pas lieu de craindre pour la continuité? Je veux dire, les problèmes qu'il y a aujourd'hui, ces problèmes étaient présents, j'ai envie de dire, à votre époque. Peut-être qu'ils se sont aggravés, peut-être qu'ils sont moindres aujourd'hui, mais comment faire confiance aujourd'hui à quelqu'un qui était dans l'ancien Non, c'est-à-dire que personnellement, je n'étais pas dans l'ancien conseil de l'ordre. Je n'étais pas dans l'ancien conseil. Beaucoup de ceux qui sont dans le bureau du conseil actuel, parce qu'on n'invente pas les gens, il n'y a pas de génération spontanée. Une des conditions pour être président de l'Ordre national des médecins, c'est d'avoir fait partie au moins une fois dans sa vie d'un ancien conseil, pour savoir même comment est-ce que ça marche. Donc ça fait partie des points importants.
moi, j'étais membre de la chambre d'appel. Okay. Donc, c'est-à-dire que vous faites pas partie... Vous n'étiez pas très loin. Non, vous ne faites pas partie vraiment du conseil. Vous ne faites pas du tout partie du conseil, puisque le conseil est constitué de 12 membres. 12 membres, le bureau est constitué de 4 membres, et avec leur président. Donc, mais il faut dire que l'évolution fait que les problèmes naissent. Tandis que le fait de devoir s'arrimer à la mondialisation, de s'arrimer à la technologie nouvelle, de devoir respecter, c'est-à-dire que aujourd'hui, le monde étant un village, ce que vous faites ici est vu à New York, est vu à Hong Kong, est vu partout, fait que les problèmes auxquels les présidents d'il y a 10 ans étaient confrontés ne sont plus les problèmes d'aujourd'hui. C'est pour ça que je dis qu'il faut absolument contextualiser nos textes, revoir nos stratégies pour éviter de tomber dans les mêmes travers. Mais il faut dire qu'il faut faire confiance à ceux qui sont là. Moi, je dirais même plutôt que, comme disait Mandela, en fait, on n'échoue pas, on apprend. On apprend. C'est-à-dire que s'il y a eu des erreurs, c'est parce que nous n'étions pas. Ceux qui étaient là n'étaient pas avertis, ils n'ont pas fait attention. Aujourd'hui, on a toute la latitude de se mettre au travail. Et j'ai confiance, la détermination du conseil actuel est telle que je suis à peu près sûr qu'ils vont y arriver. Et puis, nous sommes nombreux à donner des idées et à essayer de pousser pour que ça aille pour le mieux. Alors, la paix est-elle revenue dans la maison? Êtes-vous en santé aujourd'hui, depuis, je veux dire, après le 9, le 10 décembre 2023? Oui, la paix est revenue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que nous sommes tous médecins. Et je l'ai dit déjà même en pré-campagne. Nous sommes médecins. L'élection, ça dure juste un moment. Une élection, c'est passager. Et après l'élection, nous devons travailler ensemble. Nous sommes obligés de travailler ensemble. C'est-à-dire que nul n'a la science infuse. Quand il y a un problème, vous appelez un confrère. Ça peut être un confrère qui était dans votre challenger, mais ce n'est plus ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est que vous avez en face de vous des malades, vous avez en face de vous des hôpitaux qui doivent fonctionner, des cliniques qui doivent fonctionner, des gens qui doivent être en règle. Donc, vous devez vous réasseoir autour d'une table pour discuter de tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que si vous aviez vu les images de vos confrères à la fin du processus électoral, tous les candidats sont allés féliciter ceux qui avaient été désignés. Et donc, tout ça est derrière nous. La paix est revenue et la paix continue d'être consolidée. C'est-à-dire que le traitement du malade continue. On peut pas dire que sur un coup de baguette magique, tout est rentré dans l'ordre. Non, ça, ce serait pas honnête. Il y a quelques petits mots encore. Il y a quelques petits mots, mais nous nous attelons. De toutes les façons, vous êtes médecin. C'est votre travail. Voilà. Alors, certains candidats, justement, ont plusieurs fois semblé accuser le ministre de la Santé d'ingérence. Alors, quel rapport vous avez aujourd'hui avec votre tutelle? De très bons rapports. Okay. C'est-à-dire que le lendemain même de l'élection... Mais d'ailleurs, vous pouvez voir, le jour même de l'élection, dès que j'ai été élu, il m'a félicité. Et non, mais je vais vous dire... Il a parlé de transparence. De transparence. Et un mois avant les élections, j'ai rencontré le ministre de la Santé pour d'autres problèmes qui concernaient la corporation avec ma casquette de président du SINAMEC, on en parlera tout à l'heure. Et c'était très cordial, alors qu'on était en pleine élection. C'est-à-dire qu'il faut un cloisonnement lorsque vous travaillez tel que vous devez rester efficace. Si vous restez toujours cramponné à des petits détails, vous n'avancez pas. Donc, les rapports avec la tutelle sont excellents. Le ministre, comme je dis, si le ministre est venu dans les affaires de la corporation de l'ordre, c'est que quelque part... C'est parce que vous leur avez... il y a eu la brèche. Oui, il y a eu une brèche. Quelque chose n'a pas marché. Quelque chose n'a pas marché. Et le ministre est venu, c'est lui la tutelle, c'est lui la tutelle, donc le patron. Et puis voilà, et le reste, il faut faire attention. Si ça ne va pas,
le ministre, il a le pouvoir de revenir, mais seulement nous devons faire attention de rester sur nos textes. Donc de respecter nos textes, de rester sur nos textes pour éviter d'être à nouveau entraîné dans les dédales d'un désordre dans lequel il est parfois difficile d'en sortir. Là, c'est le syndicaliste qui parle. Oui. Alors, comment va votre syndicat, le syndicat national des médecins privés du Cameroun? Non, le syndicat va très bien. En fait, le syndicat aide l'ordre des médecins dans plusieurs domaines. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, il y a une jeune consoeur et 2 infirmiers qui ont été embastillés parce qu'il y a eu un problème dans une clinique à Yaoundé. Donc, tout ça, c'est des gros problèmes qui minent la corporation et ce n'est pas du ressort de l'ordre des médecins de monter au créneau. Quand c'est comme ça, c'est le syndicat national des médecins qui monte au créneau. Nous sommes allés rencontrer la tutelle, nous avons discuté avec le ministre qui l'a d'ailleurs fait savoir par tweet et quelque temps après, parce que nous étions en phase sur la manière dont il fallait conduire les choses, les médecins ont été libérés. Donc le syndicat a aussi beaucoup de choses à faire et je profite ici pour dire qu'il y aura bientôt une assemblée générale de ce syndicat-là et il est possible que dans quelques mois, peut-être une année, que je ne sois plus le président du syndicat si les médecins le veulent. Maintenant, s'ils m'accordent leur suffrage à nouveau, comme ils l'ont fait à Yaoundé. Docteur Djebé, j'ai un problème avec vous. Vous empiétez sur mes questions. Ouais. Ça ne semble pas beaucoup bouger quand même dans votre syndicat. Vous êtes président depuis beaucoup d'années quand même. Oui. Pourquoi le médecin qui demande de bouger ne bouge pas beaucoup aussi? Il n'y a pas de mobilité dans... Ou alors personne ne veut être président de votre syndicat. Vous êtes meilleur, c'est ça? Oui, je suis probablement bien, pas meilleur, je ne crois pas que je suis meilleur. Mais cette fois-ci, je le dis en Mondovision, la place est ouverte. Donc, pourquoi? Parce que vous avez d'autres charges? Oui, parce qu'il ne faut pas trop se disperser. D'accord. Il faut pas trop se disperser. C'est vrai qu'on a besoin de personnes ayant une bonne visibilité, une bonne notoriété, de l'expérience pour travailler. Mais le principe a toujours été d'avoir un secrétaire général qui, par la suite, prend le relais. Donc ici, on verra quelle est la configuration des lieux, qui est capable de prendre les choses. Mais il ne s'agit pas de jeter, d'abandonner comme ça. Donc il s'agit de conduire ça pour que celui qui prend les destinées du syndicat dans les mois qui vont suivre, parce que je suis quand même président depuis 10 ans. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas d'engouement. Il n'y a pas d'engouement parce qu'il n'y a que du travail et des problèmes. Vous ne rencontrez que des problèmes quand vous êtes syndicaliste. Les autres vous tirent dessus, vos propres membres vous tirent dessus et tout. Donc, et là, je pense qu'il va falloir regarder ça autrement. Je vais tirer chez vous également parce que tout à l'heure, vous avez parlé de ces consoeurs-là qui ont été enfermés. Ici à Douala également, il y a une clinique fermée. On vous a vu monter au créneau pour justement condamner la fermeture de cette clinique-là. On ne vous voit pas beaucoup aussi défendre les plaignants. Est-ce une stratégie? Est-ce que c'est... On protège d'abord le confrère, on va le taper à la maison, comme on le dit souvent, et on s'en fout un peu de celui qui se plaint? Non, celui qui se plaint, s'il vient jusqu'à nous, et il y en a eu, nous convoquons le confrère au niveau du bureau et puis nous étudions le cas et parfois, s'il y a vraiment des problèmes, le confrère est sanctionné. Mais seulement, c'est vrai, on ne va pas le dire sur les toits. On n'expose pas forcément un confrère, mais il y a le conseil de discipline, on traduit quelqu'un au conseil de discipline parce que les gens ne se plaignent pas beaucoup.
Il faut savoir qu'il faut se plaindre, mais il ne faut pas se plaindre dans les réseaux sociaux. Il faut se plaindre au niveau des institutions. Il faut aller se plaindre au niveau du Conseil de l'ordre. Il y a un bureau régional du Conseil de l'ordre. Il y a le syndicat, parce que si vous tirez sur moi, c'est à tort. Parce que la définition du syndicat, c'est de protéger les membres du syndicat. Ce n'est pas de protéger les autres. Vous comprenez? Mais maintenant, en tant que médecin, s'il y a des fautes, criardes, des fautes qui sont inadmissibles, ah non, on ne va pas défendre le confrère, parce que, comme je disais toujours, il faut être l'avocat de Dieu, pas l'avocat du diable. Est-ce que vous comprenez bien que là, il s'agit d'un patient ou sa famille? Est-ce que sur le feu de l'action, il ne pense pas forcément aller se plaindre vers l'ordre ou le syndicat ou une autre instance? Il utilise ce qu'il a sous la main, mais est-ce que, parce qu'il se plaint, on ne devrait pas le défendre? Est-ce que le syndicat également ne devrait pas le défendre? Ce n'est pas parce qu'il n'est pas médecin, mais je veux dire, loin de la casquette de syndicaliste, vous êtes à la base un médecin. Un médecin, non, nous sommes obligés d'être sincères, francs, justes. Juste. C'est-à-dire que si vous avez fait une erreur, c'est une erreur, il y a l'erreur médicale, il y a la faute médicale, il y a la négligence. Il faut savoir que les Camerounais, finalement, commencent quand même à porter plainte. Parce qu'il y a une discipline qui s'est développée, qui est la médecine légale, la médecine légale. Oui, la médecine légale. La médecine légale. Et ces experts-là, ces médecins-là sont des experts judiciaires qui sont assermentés et donc qui accompagnent les instances judiciaires dans l'éclaircissement de ce qui se passe, de ce qui s'est passé. Ce qui fait que si vous avez vraiment été abusé, moi je pense qu'il faut prendre les bonnes résolutions, suivre les créneaux institutionnels pour vous plaindre. Parce que se plaindre dans les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout, c'est pas efficace. C'est pas efficace. Les réseaux sociaux, il y a tout là-dedans. Parfois il y a du vrai, mais comme c'est une espèce de fourre-tout, de melting pot, on ne sait plus tirer le vrai de l'ivraie et ça va dans tous les sens. Alors que si vous vous plaignez normalement, on devrait vous écouter. L'ordre des médecins va vous écouter. Si vous venez même au syndicat, nous allons vous diriger vers la chambre de discipline de l'ordre des médecins et puis prendre des sanctions. Et on en a pris contre les médecins. Okay. Alors, est-ce que votre syndicat, il défend juste ses membres ou alors il défend lorsque l'honneur ou l'éthique est bafoué? Je pourrais prendre... pas forcément sur le volet éthique, les jeunes médecins qui ne pouvaient pas s'inscrire parce que le conseil n'existait pas. Est-ce qu'à ce moment, le SINAMEC s'est levé? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout à fait. C'est un problème, ça fait partie, c'est un des problèmes qui ont fait que je me présente à cette élection. Parce que moi, je suis promoteur d'une clinique, j'ai des jeunes médecins qui viennent postuler. La première question que je demande, est-ce que vous avez un numéro d'ordre? Parce que sinon, ça me met moi-même en porte-à-faux. Je ne peux pas laisser une clinique un week-end à un jeune médecin, fût-il compétent, alors qu'il n'est pas inscrit à l'ordre des médecins. Imaginez qu'il arrive quelque chose. Vous comprenez? Donc, ces jeunes-là, leur situation était préoccupante. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure on pouvait faire même des conseils de l'ordre spéciaux pour essayer d'accréditer ces médecins-là. Heureusement, aujourd'hui, tout ça est derrière nous. Le tout premier conseil de l'Ordre national des médecins, le président et son bureau ont expédié tous les dossiers pendants. Et puis le prochain conseil, ce sera également la même chose. Donc nous avons à cœur l'avenir de ces jeunes médecins-là. Et je fais appel à tous aujourd'hui, en tout cas tous ceux qui travaillent dans les institutions, dans les cliniques privées, puisque la plupart ne sont pas fonctionnaires, à venir s'inscrire au syndicat, au SINAMEC, pour
être dans une institution qui peut les défendre, qui peut les protéger. Qui peut les protéger. Donc, ils sont tous les bienvenus. Ils m'écoutent probablement là. Ils sont les bienvenus au Sinamec et nous allons les encadrer pour qu'ils puissent suivre les traces, qu'ils puissent mener une carrière digne quand même. Et le syndicat intervient aussi quand l'éthique et la déontologie ou l'honneur, tout ça, tous ces éléments-là sont bafoués, même si les médecins incriminés ne sont pas membres du Sinamec. Oui, parce que vous ne pouvez pas. Quand je vous parle des médecins que nous sommes allés défendre... Il y en a qui sont tabassés aussi dans les formations. Oui, en général, nous prenons position. Nous prenons position, on ne cherche pas à savoir si vous êtes membre d'un syndicat ou pas. Nous prenons position pour eux et nous appelons aussi les médecins à plus de conscience professionnelle parce que, bon, il faut quand même le dire. C'est une profession noble, il faut... s'armer de patience. Quand on est jeune médecin, moi j'ai été jeune médecin, ce n'est pas facile, mais il faut faire ses armes et je leur dis toujours, votre notoriété, c'est votre fonds de commerce finalement. Il ne faut pas être pressé, il ne faut pas essayer de faire des choses qui vont vous discréditer parce que le patient il parle, il bavarde et si vous ne faites pas bien, ça fait généralement boule de neige. Donc, il faut, dès le départ, vous atteler à faire du bon travail. De toutes les façons, si le ministre a parlé de l'humanisation des formations hospitalières, ça veut dire qu'il y a un problème réel qui s'est posé. Oui, il y a un problème qui s'est posé et il va falloir... Donc, c'est le diagnostic dont je vous parlais. Donc, ça fait partie du diagnostic que nous faisons. Et une fois que vous avez le diagnostic, le traitement est facile. Il est facile. Hein. Alors, vous luttez contre l'exercice illégal, comme on vient de parler, également de la médecine clandestine. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que votre mission est réussie lorsqu'on voit toutes les formations clandestines qui poussent comme des champignons dans nos quartiers? Il faut dire que c'est un problème épineux. C'est un problème épineux, cette médecine clandestine ou médecine parallèle. Mais la carte sanitaire, il faut préciser que la carte sanitaire relève du ministère de la Santé publique, c'est-à-dire que la tutelle. Et lors d'une des dernières réunions à laquelle j'ai assisté au ministère, le département qui s'occupe des soins s'est engagé dans une étude prospective où ils essayent de répertorier tous les centres et d'essayer d'accompagner les centres qui sont habilités à travailler mais qui ne le font pas bien et à faire fermer les centres clandestins, donc ceux qui n'ont pas l'autorisation d'ouvrir au public et qui ont ouvert comme ça de manière intempestive. Le syndicat et l'ordre des médecins ne peuvent qu'accompagner la tutelle dans cette mission. C'est une mission lourde qui nécessite, une fois qu'on a répertorié tous ces centres, de faire appel à la force publique. Le syndicat n'a pas de force publique, hein. L'ordre national n'a pas de force publique. De faire appel à la force publique pour aller mettre à exécution l'ordre, par exemple, de fermeture de ces structures-là. Donc c'est un problème difficile parce que, vous savez, il n'y a pas que les médecins qui peuvent ouvrir des formations sanitaires. Il y a aussi ce qu'on appelle les promoteurs. C'est-à-dire que quelqu'un qui est infirmier, qui est technicien de labo, qui est un homme d'affaires, il peut décider d'ouvrir en association avec des médecins une structure sanitaire. Donc il faut que tout ça soit bien codifié, bien clarifié. Et donc lorsque le ministère décide de faire ce recensement-là, ils appellent ça l'assainissement de la carte sanitaire. Je pense que c'est la base de tout. C'est la base de tout et ils sont occupés à le faire. En tout cas, on est obligé de le faire
pour embrayer sur ce dont on a parlé ici une fois, sur la CSU. La CSU. Oui, voilà. Justement, on va parler de cette CSU. À une certaine époque, on vous appelait Monsieur CSU. Oui. D'ailleurs, en 2016, vous releviez lors d'une assemblée de votre syndicat que justement les actions du SINAMEC connaissaient des difficultés du fait de l'absence de cette CSU-là. Elle est effective aujourd'hui. Est-ce que ça va mieux? Non, elle a la première phase. Elle a la première phase, c'est-à-dire qu'il y a certaines maladies bien ciblées qui ont été prises en charge. Je ne peux pas dire que ça va mieux parce que nous ne voyons pas encore les retombées au niveau du privé en tout cas. Mais le concept, s'il est appliqué, et pour que le concept soit appliqué, il y a ce que j'avais appelé à l'époque les conditions nécessaires à la réussite d'une CSU. Je ne vais pas rentrer... il y a le plateau technique, on en avait parlé, il y avait le plateau technique. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Parler des paniers de soins. Des paniers de soins. Du recensement. Oui, il y a tout ça. Il y a l'éducation des masses. Il y a la nécessité de la biométrie pour éviter la tricherie. Il y a même, comment dirais-je, la compréhension de ce principe-là, la compréhension de ce principe, parce qu'il faut s'inscrire et il faut payer quelque chose. Donc il y a la pauvreté qui fait le lit de la médecine clandestine, parce que vous allez dire à quelqu'un d'aller s'inscrire et il va dire que non, mais lui il va voir le petit gars qui est au quartier parce qu'il n'a pas suffisamment d'argent. Est-ce qu'il a le minimum pour payer? Parce qu'une CSU ne peut pas être gratuite complètement pour tout le monde. Ça, ce n'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Donc, il y a quelques personnes, quand on essaye de compartimenter la population, qui sont jugées indigentes. Ce sont des études qui se font au ministère des Affaires sociales où on définit le seuil à partir duquel on définit qu'une personne est indigente et donc est prise en charge à 100%. Mais si vous prenez tout le monde en charge à 100%, vous n'allez pas y arriver. Je veux dire, il n'y aura pas de soutenabilité. C'est-à-dire que vous allez faire la première année et puis après, vous ne pouvez plus. Il faut à un moment donné qu'il y ait un auto-entretien, que les gens puissent quand même payer quelque chose pour renouveler et puis voilà. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà remplir les conditions nécessaires. La base. La base. Et ça, malheureusement, ce n'est plus nous. Nous avions donné un avis technique à l'époque et aujourd'hui, c'est la tutelle qui ça. C'est l'Ordre national des médecins. Moi, j'étais le monsieur CSU de l'Ordre national des médecins. On voit bien que Dr Djeb était très prudent. Il ne veut pas trop s'avancer. Alors, quand je dis nous, pas vous et moi sur ce plateau, le Camerounais, tout le monde aspire à une santé de qualité. Alors, j'interpelle encore le syndicat ici. Alors, lorsque vous regardez les prix qui sont appliqués très souvent en clinique, parce qu'on va en clinique en se disant, bon, là, le nombre n'est pas grand, la qualité de soins est... Est-ce que vous pensez que le Camerounais moyen peut avoir accès aux soins de santé? Je pense que le Camerounais moyen peut avoir accès aux soins de santé, y compris dans le privé. Je ne parle pas du Camerounais démuni. Peut-être qu'on va définir ce que le Camerounais moyen, c'est celui qui gagne combien par mois. Non, le Camerounais moyen, parfois, il a une petite couverture au niveau de son emploi qui ne prend pas en charge complètement ses frais, mais qui prend en charge une petite partie. Donc, il faut aussi éduquer les masses. C'est-à-dire que quand je regarde le niveau de vie des Camerounais, quand je regarde ce que les gens dépensent parfois pour boire de la bière... Vous n'allez pas prendre la boisson, docteur Djebet. Pour boire de la bière ou pour faire la fête, ils peuvent souscrire à une assurance, une petite assurance, une petite assurance. Les compagnies d'assurance le font. Je ne vais pas citer le nom pour ne pas faire la publicité d'une compagnie. Ils peuvent souscrire à de petites assurances et ils peuvent, par exemple, regardez par exemple la MUPAC. Ils ont une petite assurance qui leur permet d'aller dans certains hôpitaux, mais il y a certains hôpitaux privés où si vous arrivez avec votre carte de la MUPAC, on vous applique des prix réduits. Et donc, des gens peuvent s'organiser comme ça
Ils vont même dans les cliniques privées. Même dans les cliniques privées, on fait ce genre de convention-là spéciale, notamment pour les personnes âgées et pour les personnes vulnérables. Vous comprenez? Donc, c'est cher, la santé coûte cher partout. Partout. Partout dans le monde, la santé coûte cher. Donc, il faut arrêter de faire la fête, aller souscrire de petites assurances. Mais vous savez quand même que le Camerounais, il va pas à l'hôpital pour rien. On va quand on ne peut plus. Non, l'idéal, et je pense que ça va être un des aspects qui sera développé par le prochain conseil, c'est de développer l'éducation des masses. Hein. Vos chaînes de télévision doivent servir pour ça, au lieu de prêter souvent les plateaux à ce que nous appelons Dr. Dibet, vous êtes là pour cela. Les charlatans. Donc, on ouvre le plateau, on explique à la population ce que c'est que la prévention. En fait, il faut aller à l'hôpital sans être malade, pour éviter de tomber malade. Parce que le curatif coûte beaucoup plus cher. Oui. Alors que si vous allez à l'hôpital, vous prévenez, c'est-à-dire on vous explique, vous pouvez rentrer à l'hôpital, on ne vous prescrit aucun médicament. Il faut que les Camerounais commencent à intégrer cela. Mais on vous explique les principes, comment éviter, comment ne pas boire de l'eau polluée, comment éviter les maladies hydriques, comment éviter de faire le palu, comment éviter, vous comprenez? Ce qui fait que ça impacte moins votre budget, parce que vous avez opté pour la prévention. Et donc, je pense que tout ça fait partie des programmes qui vont être mis sur pied dans un futur très proche. Donc, une fois que nous aurons terminé avec le diagnostic, tout ça va être mis sur pied. Et puis, il y a la formation médicale continue même, qu'il faut assurer. Et là, nous avons la diaspora ils m'ont déjà écrit, parce qu'ils sont très réactifs, pour proposer d'implémenter la formation médicale continue pour les médecins. Oui. Les médecins, les jeunes médecins, les vieux médecins et tout le monde. Parce que mieux vous êtes formés, mieux vous octroyez des soins de qualité. Là, c'est la formation continue. La formation continue, c'est-à-dire que... Oui, parce que je voudrais savoir, est-ce que selon vous déjà, la formation est déjà en bon niveau sur le plan local, la formation des médecins? Oui, puisque là, vous parlez de formation continue. Est-ce que selon vous, la formation, elle est déjà bonne? La formation, ça dépend, parce que il y a des voix dissonantes. Hein. On peut améliorer. On peut améliorer. Il y a des jeunes qui sont très bien formés, et il y en a qui sont moins bien formés, parce qu'il faut aussi avoir de la volonté. Hein. Donc quand on parle d'absentéisme, si vous êtes absent, vous êtes absent, hein, et au cours, si vous êtes absent au stage, si vous êtes présent au stage et que vous regardez discrètement, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut, il faut que les jeunes prennent la mesure de la chose et essayent de s'auto-former d'abord, de prendre la formation qui est octroyée à l'université. Je ne peux pas me mettre à juger la formation universitaire. Hein, parce que je ne suis pas dans le milieu universitaire, ce serait présomptueux de ma part. Donc je préfère ne même pas répondre à cette question. Mais je préfère répondre au volet pour lequel je m'adonne. C'est-à-dire que je prends le médecin lambda, qu'il est bien formé, qu'il est mal formé, il y a moyen d'en faire quelque chose. D'améliorer. Alors, il semble avoir une rupture de confiance entre le médecin et le patient. Alors, comment est-ce que vous, par exemple, au SINAMEC, qu'est-ce qu'il faut faire pour établir cette confiance-là dans un contexte surtout marqué par les scandales et surtout le mercantilisme? Tout à fait. Il faut, comme je disais, il faut redorer le blason du médecin. C'est-à-dire qu'il faut recommencer. C'est-à-dire qu'il faut presque faire la cour au malade. C'est-à-dire quand le malade arrive, vous essayez, l'écoute.
de l'écouter, de prendre du temps pour lui. Parce que le malade, il voit que vous êtes pressé, il voit que... Donc de prendre du temps et manifestement de donner le meilleur de soi. Parce que nous avons l'obligation de moyens. Nous avons l'obligation de moyens, de donner le meilleur de soi. Si une structure, 2 structures, 3 structures, plusieurs structures se mettent à niveau, les malades vont recommencer à avoir la confiance des praticiens et puis ça va aller. Il y a les réseaux sociaux nous ont aussi fait beaucoup de mal. Les réseaux sociaux ont fait beaucoup de mal parce qu'ils ne montrent que le mauvais côté de la chose et généralement sortis même du contexte, ils amplifient et puis ça crée la panique au sein de la population alors que vous savez, pour guérir, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Si vous n'avez pas confiance à votre médecin, vous allez avoir du mal à guérir. Puisque il va vous expliquer quelque chose, vous allez dire, mais non, ces gens, ils racontent des histoires alors que ce n'est pas vrai. Il faut savoir que nous travaillons dans des conditions très difficiles. Et parfois, vous demandez des examens à des familles qui n'arrivent pas à le faire. C'est difficile de soigner comme ça. On ne soigne plus les gens comme ça. On soigne les gens, c'est comme un algorithme. Donc, vous devez faire certains examens pour exclure certaines pathologies. Et puis, ce qui est positif, vous continuez dans la démarche diagnostique. C'est comme ça qu'on soigne idéalement un patient. Maintenant, quand les gens n'ont pas les moyens, c'est difficile. Mais, encore une fois, quand vous voyez un patient, même sans avoir fait des examens, vous avez ce qu'on appelle la présomption diagnostique. S'il n'a vraiment rien, vous faites un pari. Parce que si vous ne faites rien, vous ne l'aurez pas aidé. Vous comprenez? Donc, au niveau du SINAMEC, puisque nous sommes en charge des structures privées, je ne parle pas, à ce moment-là, ma casquette de SINAMEC, je ne parle pas pour les fonctionnaires et les établissements publics. Si déjà au niveau du privé, nous réussissons à assainir, à mettre tout le monde au même niveau, c'est pour ça que j'appelle tous les jeunes à venir au SINAMEC, parce qu'au SINAMEC, nous sommes en train d'implémenter justement un programme de ce type de formation médicale continue avec des accords que nous prenons avec certaines universités et certains instituts pour aider les jeunes, aider les médecins, même les vieux médecins, à être au bon niveau d'information médicale et de pouvoir prendre en charge correctement les patients. Alors, vous n'aimez pas beaucoup les réseaux sociaux, mais un fait décrié sur les réseaux sociaux, justement, parle des médecins qui gagneraient 50 000 francs CFA. Alors, est-ce qu'un médecin qui gagne ce montant-là, vous allez lui demander patience, écoute, meilleur de soi alors qu'il a faim, peut-être que son épouse menace de partir, le bailleur menace de mettre ses affaires dehors en saison pluvieuse. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a les conditions, il est dans les conditions normales de température et de pression? Sinon, selon vous, le SINAMEC, quelle est la base salariale pour un médecin qui sort de l'école? Non, d'abord, des chiffres comme 50 000 francs, c'est tout simplement insultant. C'est tout simplement insultant, c'est-à-dire que si un médecin accepte de prendre 50 000 francs de salaire, c'est que c'est lui le problème. D'accord. Vous comprenez? C'est que c'est lui le problème. Hein? Il se prend pas au sérieux. Oui. Ça veut dire qu'il n'a pas une juste estime de lui. Quand vous avez fait cette année d'études, vos parents ont payé, je préfère encore le médecin qui est médecin stagiaire, qui a un statut de médecin stagiaire qui n'a pas de salaire. Il est médecin stagiaire, il vient pour approfondir ses connaissances. Il est dans le service et si le chef de service est un homme humain, il va lui donner de l'argent pour payer son transport. Hein? Si ces 50 000 francs-là sont étiquetés comme des frais de transport, ça peut encore se comprendre. Mais on ne donne pas un salaire de 50 000 francs ou de 100 000 francs à un médecin qui vient travailler tous les jours
dans votre clinique, ce n'est pas possible. Donc, nous demandons même que ces médecins-là viennent s'inscrire au SINAMEC et comme ça, ils vont se plaindre et nous allons monter au créneau pour les défendre. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de base tarifaire. Mais raisonnablement, il faut payer les médecins au moins 200, 250 000, 300 000 francs, sans compter les gardes. Et après, maintenant, vous payez encore leurs gardes. Garde de semaine, garde de week-end. Ça permet à un jeune médecin de gagner raisonnablement sa vie. Alors, pensez-vous que il faut réduire le nombre de médecins au Cameroun pour résorber le problème de chômage justement des médecins, dans un contexte où on estime également que on n'a pas suffisamment de médecins. Voilà, si on fait le ratio par rapport à ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé, nous sommes en deçà des seuils fixés. Maintenant, il faut développer chez les médecins l'auto-entrepreneuriat, encadré. Parce que malheureusement, la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde. Et tous ces médecins qui sortent des écoles, il y a un concours qui est lancé où on recrute 50, 60 médecins, alors qu'il y a 600 médecins peut-être qui sortent des écoles tous les ans. Je pense que c'est un travail de réflexion qui doit être mené par les institutions quant à la réduction ou à la réorientation du nombre de médecins formés par an. Ça ne peut pas relever du secteur privé. Mon avis, c'est que le chômage est énorme chez les jeunes médecins et que c'est difficile d'absorber tout ça. Et puis un jeune médecin qui sort de l'école, on ne peut pas lui dire d'aller s'installer seul. Ce n'est pas bien, ce n'est pas sécurisant. Et ce n'est pas bien pour sa propre formation. Il faut toujours, au début de votre carrière, être sous la main d'un senior qui vous guide. Parce que ce que vous apprenez à l'école, c'est quelque chose. Ce que vous apprenez sur le terrain, c'est autre chose. Donc, quand moi je vois des pays comme la Belgique, par exemple, où j'ai été formé, où je dirige beaucoup de mes assistants, dont ceux qui viennent travailler à la clinique, quand vous arrivez, vous êtes assistant médecin, comme on dit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous installer seul. Vous ne pouvez pas vous installer. Vous êtes sous l'autorité d'un médecin généraliste qui vous coach pendant 2 ans. Et au bout de 2 ans, vous pouvez aussi voler de vos propres ailes. Donc il faut inculquer cette notion-là aux jeunes. Et pour ça, il y a du travail. Il va falloir organiser des séminaires, il va falloir former, il va falloir qu'ils écoutent, il va falloir qu'ils acceptent de venir participer à ces séminaires où on forme le leadership, on forme la motivation. Parce que croire que tout le monde va trouver du travail, avec un contrat de travail, ça va être compliqué. Ce qu'il faudra faire, c'est plutôt former des espèces de maîtres de stage, donc des mentors qui dirigent, qui prennent en main ces jeunes et qui les amènent vers le chemin de l'auto-entrepreneuriat, de s'installer à leur compte, de faire d'autres types de médecine. Il y a plusieurs façons Vous pouvez faire de la recherche, si vous ne trouvez pas de travail. Vous pouvez aller dans l'industrie pharmaceutique. Vous pouvez faire de la médecine, de l'épidémiologie. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour servir. Vous pouvez faire de la santé publique. Vous pouvez faire de la médecine physique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour s'en sortir. Alors, nombreux confondent l'ordre des médecins et les syndicats. Quelles sont les missions de chacune de ces organisations et quelles sont les limites? Non, il faut savoir, l'ordre des médecins c'est l'éthique et la déontologie. L'éthique, la déontologie, le respect des textes qui régissent notre corporation. Le syndicat, c'est plus finalement pour la défense des droits. La défense des droits des médecins qui sont inscrits. Parce qu'on n'est pas obligé d'être inscrit au syndicat. Les médecins inscrits au syndicat. Et c'est là où il y a souvent confusion. Parce que les médecins, ils ne viennent pas payer leurs cotisations. Ils ne sont pas inscrits.
dès qu'ils ont un problème, ils commencent à tirer sur le bureau du SINAMEC. Le secrétaire général et moi avons eu toutes les flèches du monde de tous ces médecins-là qui ne s'inscrivent pas. Et donc, nous n'avons pas de fonds pour fonctionner. Nous devons défendre les médecins qui sont attaqués dans l'exercice de leur profession, ou alors, comme vous avez dit, il n'y a pas longtemps, on a fermé des cliniques et il a fallu monter au créneau pour essayer de trouver une solution. Alors, docteur Djibet, vous êtes également cardiologue. On va parler un peu de cardiologie. Et les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde. Elles provoquent plus de décès que toutes les autres maladies. Tout à fait. Au Cameroun, le taux de prévalence oscille entre 35 et 47%, avec 37 chez les personnes adultes et 19 à 20 en milieu scolaire. Vous, en tant que médecin, qu'est-ce qu'il faut faire pour réduire ce taux? Et je précise que ces chiffres datent quand même de 2020. Oui, c'est-à-dire que c'est pas très ancien. Oui. C'est pas récent, mais c'est pas vieux. C'est-à-dire que c'est à peu près cette fourchette-là, le taux. C'est-à-dire qu'un Camerounais sur 3, un Camerounais âgé de plus de 40 ans sur 3 est hypertendu, par exemple. Vous comprenez? Donc, ce qu'il faut pour diminuer l'impact de ces maladies, c'est la prévention cardiovasculaire. Donc, il faut absolument faire du dépistage. Il faut que les médecins développent cet aspect-là et amènent la population à comprendre que la prévention cardiovasculaire, la prévention consiste à quoi? La prévention consiste à répertorier tout ce qui est facteur de risque cardiovasculaire et à essayer d'éliminer ou alors de maîtriser. Pour ça, le tueur numéro 1, c'est l'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle étant une maladie silencieuse qui va, lorsqu'elle se complique, entraîner des accidents vasculaires cérébraux, entraîner de ce qu'on appelle des attaques cardiaques, infarctus du myocarde, insuffisance rénale. Tout ça peut être prévenu. Tout ça peut être prévenu si on maîtrise les chiffres de tension. Et pour savoir qu'on est hypertendu, il faut se faire dépister. À partir du moment où vous faites dépister, le médecin a le rôle de vous éduquer sur l'hygiène de vie, faire de l'exercice physique, perdre du poids, manger moins de sel, arrêter complètement l'alcool, diminuer tout ce qui est gras. Vous comprenez? Arrêtez complètement le tabac, diminuez l'alcool, parce que je vois votre mimique, les Camerounais, vous réussirez rien si vous dites qu'il faut arrêter complètement l'alcool. Vous voulez avoir les problèmes avec les Camerounais. C'est un lapsus, sinon les brasseries vont me tomber dessus d'ailleurs. Il faut diminuer la consommation d'alcool, arrêter complètement le tabac, faire de l'exercice physique. Quand je dis faire de l'exercice physique, ce n'est pas de l'exercice soutenu, c'est-à-dire 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes de marche. Simple marche à pied à votre rythme, c'est suffisant. Maintenant, si vous travaillez comme vous travaillez ici au 4e étage, monter, descendre les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, tout ça est important. Donc, le diabète, vous essayez de dépister, de traiter quand il faut traiter. Donc, tout ça constitue la prévention cardiovasculaire. Et si on s'attelle à le faire, on diminue la mortalité par maladie cardiovasculaire. Maintenant, il faut aussi éduquer la population sur la notion de maladie chronique. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez commencé un traitement, vous devez continuer ce traitement. Oui. Mais la difficulté dans tout ça, encore une fois, c'est l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, d'où la nécessité de prévenir. Donc, éviter de tomber malade. Alors, il y a le taux chez les jeunes intrigue quand même. Les adultes, c'est 37%. Les jeunes, c'est avoisine les 20%, donc pas très loin des adultes. Qu'est-ce qui peut justifier cela, que les jeunes soient... Non, les jeunes aujourd'hui ne font plus d'exercice. Il y a beaucoup d'obésité chez les jeunes. Il y a beaucoup d'obésité chez les jeunes aujourd'hui. Il y a les maladies congénitales. Il y a les valvulopathies.
parce que une simple angine faite par un enfant peut se compliquer en une valvulopathie et entraîner une maladie cardiaque. Il y a la tuberculose qui parfois provoque ce qu'on appelle une péricardite, c'est-à-dire de l'eau qui se met autour du cœur. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que les jeunes qui vivent par exemple dans la promiscuité, il y a le tabac, il y a la drogue. Il y a la drogue, il y a beaucoup de... Il y a l'alcool. Les jeunes, ils consomment de l'alcool. Donc, l'éducation des masses, encore une fois. L'éducation des masses. La télévision doit servir à ça. Et je pense que nous-mêmes, les professionnels de santé, nous ne sommes pas assez présents sur l'espace médiatique pour éduquer, parce que la répétition, c'est la mère des études. Oui. C'est-à-dire qu'il faut venir... On prend un thème, on développe, on explique aux jeunes, aux heures d'écoute, on va dans les établissements scolaires, on explique, on fait des formations, des séminaires. Je veux dire, il y a du travail à faire pour essayer de faire regresser cette bombe que sont les maladies cardiovasculaires chez les jeunes, chez les moins jeunes, chez les adultes, parce que vous imaginez le poids que cela fait, le poids économique dans la société quand un breadwinner, quand un père de famille est frappé par une maladie invalidante comme un AVC, la répercussion sur la famille, c'est terrible. Donc, par rapport à tout ce fléau-là, il vaut mieux axer sur la prévention, essayer encore. Il faut dire que la Société camerounaise de cardiologie organise très souvent des journées du cœur. Est-ce que selon vous ça suffit? C'est très souvent une semaine et en septembre. Est-ce que ça suffit? Est-ce que justement cette société ne devrait pas le faire tout au long de l'année? Non, la Société camerounaise de cardiologie fait son job. Vous savez, c'est une société savante. Et à côté de ça, pour pallier à ce dont vous parlez, nous avons créé ce qu'on appelle la Fondation du cœur. La Fondation du cœur qui, elle, est comme une ONG qui peut sensibiliser la population et qui peut prendre en main ce type de programme. Donc il ne faut jamais hésiter à solliciter la Société camerounaise de cardiologie, la Fondation de cardiologie, toutes les ONG qui gravitent autour de la pathologie cardiovasculaire, la Fondation camerounaise du cœur qui fait aussi beaucoup tous les ans. Je pense qu'en multipliant ce type de campagne, on peut arriver à quelque chose. Alors, on entend beaucoup parler, je veux dire, dans vos campagnes, ces termes sont récurrents. Sport, alimentation, tout ce que vous avez cité. À la fin, on a envie de dire, qu'est-ce qu'on va manger? Non, il faut manger, c'est une bonne question ça. Il faut manger sainement. Oui. Il faut manger sainement, c'est-à-dire que à la limite, les personnes qui sont dépistées malades, je les envoie chez une diététicienne. C'est-à-dire qu'il faut réapprendre à manger. Réapprendre à manger, c'est quoi? C'est-à-dire qu'apprendre à sélectionner, même sur un buffet, ce que vous allez manger. Les légumes, beaucoup plus de légumes, les fruits, éviter tout ce qui est frit et diminuer les quantités. Pour diminuer les quantités, il faut manger de manière régulière. Il ne faut pas sauter les repas. Quand vous sautez les repas, vous allez voir que les gens qui sautent les repas, ils prennent du poids. Absolument. Parce qu'ils sautent les repas et quand ils arrivent pour manger, ils ont faim. Ils ont faim. Et très souvent, c'est après 19h. Oui, et très souvent, c'est le soir. Et après, ils vont au lit. Donc, il faut manger comme un prince le matin et manger comme un pauvre le soir. Le soir. Vous comprenez? Donc, parce que vous passez toute la journée à marcher, à dépenser de l'énergie. Et donc, vous prenez une assiette, c'est comme une part, vous la divisez en deux. La moitié, c'est les légumes et l'autre partie, c'est une partie de féculents, une partie de protéines. Oh, l'alimentation africaine, c'est pas ça. Justement, j'allais vous demander, est-ce que notre alimentation n'est pas aussi un peu un frein à ce respect-là? Nous avons été éduqués, nous avons grandi avec une façon de manger. Et ce n'est que quand on devient adulte
et qu'on est confronté maintenant à l'hypertension, au diabète, qu'on se rend compte que mais on a fait fausse route, il faut recommencer. Mais vous savez ce que c'est que le changement. Le changement, c'est très compliqué de dire à une maman que le complément, c'est le haricot vert ou les... Ça veut dire qu'il faut maintenant changer de paradigme et commencer chez les enfants. C'est à l'école primaire qu'il faut commencer maintenant à expliquer le bienfait d'une alimentation équilibrée. Et en essayant de ne pas frustrer l'enfant, parce que tous les enfants aiment le Coca-Cola, tous les enfants veulent manger le hamburger, vous comprenez, vous essayez de peser, hein, d'avoir de la mesure dans ce que vous faites, et en général ça rentre. Chez les tout petits, ça rentre, et puis quand ils grandissent, ils ont beaucoup plus facile. Parce que si on ne fait pas attention, on va avoir des sérieux problèmes. Alors, j'ai un cardiologue en face de moi. Quelle est la différence entre maladie cardiovasculaire ou alors AVC, arrêt cardiaque, crise cardiaque. Crise cardiaque. Tout à fait. Non, on confond tout. Un AVC, c'est un acronyme qui veut A, c'est accident, V, c'est vasculaire, C, c'est cérébral. Ça veut dire que c'est un accident qui frappe le cerveau. D'accord. Et alors, ça peut être de deux types. Ça peut être un petit caillot qui a bloqué la circulation dans une artère, un tuyau qui alimente le cerveau, et ça fait que cette partie du cerveau-là ne fonctionne plus. Elle perd de l'oxygène, puisqu'il n'y a plus de sang qui circule, elle ne fonctionne plus, et en général, elle commande une partie du corps, et vous avez la paralysie. Ça peut être que c'est un tuyau, une artère, qui a éclaté, soit sous la pression de la tension artérielle, parce que l'artère était là et qu'elle était peut-être mal formée, un peu fragile, ça éclate, et puis il y a du sang qui se met dans le cerveau. S'il y a beaucoup trop de sang, souvent on n'arrive pas à rattraper ces personnes. Et là, pas plus tard que l'année dernière, j'ai perdu un de mes amis, un proche avec qui on était à l'église, et qui a fait une poussée de tension brutale, et puis s'est retrouvé, et perd son âme. Et donc, à ce moment-là, on ne peut plus rien faire. Il se retrouve en réanimation dans un hôpital, et puis on gère un peu, et puis voilà. Donc, il faut faire attention. AVC, c'est ça. Donc, maintenant, la crise cardiaque, ce qu'on appelle vulgairement crise cardiaque, c'est une attaque au niveau du cœur. Donc, ça peut être un infarctus. Un infarctus, c'est quoi? C'est une artère qui nourrit le cœur, qui est bloquée, et cette partie du cœur-là ne fonctionne plus. Il y a plusieurs artères. Si c'est une artère, on peut encore aller déboucher. Si c'est 2 artères, 3 artères, on peut déjà passer à la chirurgie. Mais la crise cardiaque, c'est l'interruption de la circulation au niveau du cœur. Soit parce que le cœur, il y a quelque chose qui s'est passé et il n'est plus alimenté. Et puis voilà, ça peut arriver à un arrêt cardiaque immédiat. Ça peut arriver que la douleur est tellement forte que le type il arrive à l'hôpital, et on arrive en donnant des médicaments ou en faisant ce qu'on appelle du cathétérisme, en allant déboucher son artère, on arrive à le sauver. Il faut pour ça reconnaître, être rapide, c'est-à-dire savoir qu'une douleur à la poitrine, on ne la néglige pas. On ne minimise pas une douleur à la poitrine, et a fortiori si la douleur vient vers les mâchoires ou va vers le bras gauche. En général, les gens ils vont sur Internet et puis, mais tout ça résulte d'un gros risque cardiovasculaire, un risque cardiovasculaire élevé. Et ça, vous pouvez le savoir. Vous pouvez savoir quel est votre score de risque cardiovasculaire. Donc, il y a des ABAC, même vous, sur votre smartphone, vous pouvez taper, et puis vous remplissez des items, et vous voyez à quel niveau vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes diabétique? Est-ce que vous fumez? Quel est votre poids? Est-ce que vous êtes hypertendu? Est-ce que vous prenez vos médicaments si vous êtes hypertendu? Est-ce que votre tension est contrôlée? Tout ça, votre médecin généraliste va le faire, et puis vous dire que vous devez faire attention. Alors, quand vous avez parlé d'AVC, il y a le point, un
petit caillot qui peut boucher. Quand vous parlez de crise cardiaque également. Un petit caillot, c'est toujours l'histoire du petit caillot. C'est toujours quelque chose qui peut boucher. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Les deux ont les mêmes causes? Non, c'est-à-dire que les deux sont dus à une maladie des vaisseaux. D'accord. C'est pour ça qu'on parle de vasculaire. D'une maladie des vaisseaux. Un vaisseau, c'est une artère. Une artère dans ce cas-ci. Donc un tuyau par lequel. Et dans ce tuyau-là, le sang circule et le cholestérol, qui est une graisse, a la propension d'aller se mettre à l'intérieur de ces artères-là et peut faire ce qu'on appelle un petit caillot. C'est-à-dire qu'un petit, ça peut durcir, hein, parce qu'en plus vous fumez, hein, donc les graisses s'oxydent et ça fait un petit bouchon. Un petit bouchon. Ça dépend. Si le bouchon est gros, le bouchon peut être gros et puis à un moment donné, il y a un morceau de ce bouchon-là qui part dans la circulation et qui s'en va bloquer dans une artère, il ne peut plus passer, il bouche. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut corriger tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Parce que la conjonction de ces facteurs de risque-là, donc un facteur de risque, c'est un élément qui peut vous amener à faire un accident cardiovasculaire. C'est-à-dire le tabac, le cholestérol, donc la graisse, le diabète, l'hypertension qui rend vos artères rigides, tout ça mis ensemble, ça vous expose énormément. Donc, que ce soit l'accident vasculaire cérébral, que ce soit l'accident au niveau du cœur, tout ça, c'est l'ensemble de vos facteurs de risque cardiovasculaire qui vous amène là. Et ça, vous pouvez corriger. Une fois de plus, la prévention est de mise. Il faut aller... La prévention. Même un médecin généraliste oui, peut... Oui, tout à fait. Même un médecin... C'est même votre médecin généraliste. Il ne faut pas forcément aller toujours chez le spécialiste. D'accord. Hein, c'est parce que parfois, c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste, mais si vous avez un bon médecin de famille, un médecin généraliste, il gère tout ça. Et quand c'est compliqué, il vous envoie chez le spécialiste. Surtout que vous n'êtes pas très nombreux, vous les cardiologues. Non, vous peinez à... Vous êtes une cinquantaine au Cameroun. Une cinquantaine. Oui. Qu'est-ce qui fait problème? Ce n'est pas énorme. Est-ce que c'est que les jeunes étudiants n'aiment pas cette spécialisation? Mais ça augmente. Il y a quelques années, quand moi je suis arrivé au Cameroun, il y en avait encore très très peu. Donc là, il y a quand même, et puis il y a la diaspora, il y a beaucoup qui sont à l'étranger parce que peut-être qu'ils trouvent mieux leur compte là-bas. Mais ceux qui sont ici, ils sont presque tous dans les grandes villes. Ça, il faut savoir. Donc, ce qui fait que si vous dites qu'il y a peu de cardiologues à Douala, que direz-vous dans l'arrière-pays? Donc, il faut encore plus de cardiologues, il faut encore plus de bons médecins, de jeunes médecins qui peuvent prendre en charge des cas d'hypertension, de diabète, d'obésité, donner des conseils aux patients et éduquer. De toutes les façons, le problème est posé au président de l'Assemblée générale de l'Ordre des médecins du Cameroun, également au président du syndicat national des médecins privés du Cameroun. Donc on espère que demain on aura peut-être une piste de sortie. Oui, on va faire le maximum. Je vous promets. Merci docteur Djebet d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir éclairé sur tous les sujets débattus aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain. Je sais que je suis